n'y a pas de boutique similaire ailleurs au Japon. Une boutique comme ça qui présente des boîtes à bento, les accessoires, des furoshiki, tout dans le même endroit. Et ça n'existe pas. Dédié à ça. Ouais. Ah, okay. Donc c'est notre avantage, quoi. Ouais. C'est pour ça aussi que les médias japonais en parlent pas mal. Souvent, d'ailleurs, des Japonais m'ont dit « Ah, vous habitez à Kyoto, vous avez du courage. » Ah ouais. Alors, beaucoup de Japonais pour eux, même c'est pareil un rêve. Un jour, ils aimeraient bien venir habiter à Kyoto parce qu'ils y sont allés en voyage scolaire, mais plus depuis. Le fait d'être vraiment le Français de Kyoto qui a ouvert sa boîte de bento, ça t'a permis tout de suite de te démarquer. Ok, donc c'est vraiment le destin qui t'a envoyé à Kyoto et toi, ça. C'était pas un choix. Ouais. Quand on parle d'expatriation au Japon, on pense généralement, en premier lieu, à sa capitale, Tokyo. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir un autre regard sur la vie au Japon. Celui de Thomas, qui vit à Kyoto depuis plus de 15 ans et qui a monté son entreprise là-bas. Il va nous partager son expérience, les avantages et les défis de vivre en dehors de la capitale et ses conseils pour tous ceux qui envisagent un jour de s'installer, pourquoi pas, au Japon. Alors si c'est votre cas, si vous avez envie d'expérimenter la vie à la japonaise, Thomas a un conseil clé pour bien vous intégrer là-bas. Il le partage à la fin de la vidéo et moi j'ai un cadeau à vous offrir, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour pouvoir en profiter. C'est parti, je vous emmène dans l'interview que j'ai menée avec lui dans ses locaux à Kyoto. Ikimasyo! Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans tes bureaux chez Bento & Co, on est à Kyoto. Je suis content de vous recevoir, merci. Merci beaucoup Thomas. On a parlé de toi il y a quelques temps déjà sur notre site, sur coursdejaponais.com, où tu nous as raconté ton parcours, comment tu en es venu à créer ton entreprise au Japon, tu nous as détaillé un petit peu tout ça, donc déjà c'était super enrichissant. Et aujourd'hui on aimerait revenir plutôt sur qu'est-ce que ça fait d'être, en tant qu'étranger, de t'être installé et d'avoir fait ta vie en dehors de Tokyo. Parce que l'image qu'on a, c'est Tokyo, la capitale, qui nous offre plein d'opportunités, mais en fait, il n'y a pas que Tokyo au Japon. Non, c'est sûr. Bah, c'est marrant parce que sur les guides, là, le premier guide que j'ai eu quand je suis venu en 2002, il y a marqué Tokyo. Ouais. Quand tu cherchais, il n'y a pas un guide sur le Japon, c'est tu venais à Tokyo. Tokyo, t'es l'endroit obligé, mais Tokyo est un petit Kyoto. Mais j'avais toujours été attiré parce que justement, j'ai fait un voyage, premier voyage en 2002, 10 jours, circuit classique, Tokyo, Kyoto, Hiroshima. Et Kyoto m'a vraiment particulièrement plu, parce que c'est un peu une ville à la campagne. On voit une rivière au canard au milieu. On voit les montagnes très enverdies tout autour de la ville, ce qui fait qu'on ne se sent pas du tout écrasé. Ça reste une ville très facile à vivre. Et donc je me suis retrouvé là parce que je suis venu étudier à l'université de Kyoto en 2003, pendant 1 an. Et ça m'a tellement plu que je suis rentré en France, j'ai pris un visa vacances-travail et je suis revenu tout de suite, 2 mois après, pour 1 an de plus. Et après, les rencontres fait que j'ai voulu travailler ici, puis je me suis marié. Et donc, je suis toujours resté à Kyoto et j'ai pas envie d'aller vivre ailleurs au Japon, ça c'est sûr. Donc en fait, c'est les opportunités qui t'ont conduit aussi à Kyoto. Tout à fait. Et c'était pas un choix de base de dire je ne vais surtout pas aller à Tokyo. Non. Puisque justement tes guides t'envoyaient. Non, mais je me suis rendu compte rapidement, pendant plusieurs années, donc je bossais vraiment freelance, j'avais un blog. Et j'écrivais sur d'autres blogs pour gagner un peu d'argent. Et j'ai cherché un autre travail à Tokyo à un moment, juste avant mon mariage en 2008. J'étais allé là-bas et ça m'a vraiment pas plu. Ah ouais. Heureusement, ils m'ont pas pris. Heureusement, j'ai pas eu ce boulot. Et du coup, je me suis dit, si je veux rester à Kyoto, il faut que je crée mon propre travail ici. Et du coup, voilà, j'ai eu cet entretien à Tokyo. J'ai pas été pris. Et heureusement, il pleuvait, il faisait gris. J'ai vraiment une mauvaise image de ça. Alors, j'aime bien aller à Tokyo, parfois j'y vais de temps en temps pour le travail. Je suis content de rester que 2 jours là-bas. Et de rentrer à Kyoto. Et de rentrer, parce que je ne me vois pas vivre là-bas. Après, forcément, ça plaît, je comprends, c'est une très grande ville. Je préfère être ici. Ok, donc c'est vraiment le destin qui t'envoie à Kyoto. Et toi, ça. C'était pas un choix. Selon toi, c'est quoi les avantages et peut-être les inconvénients aussi d'habiter dans une autre région, en l'occurrence ici le Kansai, de ne pas habiter à Tokyo? Alors professionnellement, je pense que ça a été vraiment un très gros avantage d'être ici parce que la ville étant plus petite et surtout à l'époque où je suis arrivé, il n'y avait pas énormément de Français. C'est difficilement comparable maintenant avec ce qu'Internet a apporté au monde entier et au Japon. Mais je faisais un blog, La Rivière au Canard à l'époque, et je pense que j'étais le seul francophone qui bloguait depuis Kyoto. Et cet avantage a fait que du coup des gens qui aimaient le Japon et qui aimaient Kyoto en particulier me contactaient. Donc j'étais beaucoup plus visible que si j'étais à Tokyo. Et également après pour le travail, le fait qu'on ait démarré Bento & Co ici, qu'on a ouvert une boutique à Kyoto en 2012, a également été un avantage sur la visibilité parce qu'on dit qu'il y a un Français qui vend des boîtes à bento à Kyoto.
Et au niveau même des médias japonais, ça nous a énormément boosté. Et parce que si j'avais fait la même chose à Tokyo, je pense qu'on n'aurait pas parlé de Bento & Co de la même manière dans la presse et autres au Japon. Ouais, le fait d'être vraiment le Français de Kyoto qui a ouvert sa boîte de bento, ça t'a permis tout de suite de te démarquer, alors qu'à Tokyo, tu aurais peut-être été un peu plus noyé dans la masse de tous les étrangers. C'est sûr. D'accord. Est-ce que tu vois sinon des inconvénients aussi à habiter dans cette région? Je pense qu'au niveau, effectivement, il y a moins d'événements culturels ici qu'à Tokyo. On aura moins de choix. Je sais pas, si on veut manger dans une cuisine particulière, on aura peut-être moins le choix et autres. Il y a moins de monde. Donc, après peut-être aussi, il y a cette image que les Japonais ont beaucoup et qui est vraie, c'est que Kyoto reste une ville un peu assez secrète où les Kyotoïtes, les vrais Kyotoïtes sont plutôt très fiers de leur ville et pas forcément envie de l'ouvrir à tout le monde, y compris les Japonais eux-mêmes. Donc souvent, d'ailleurs, des Japonais m'ont dit « Ah, vous habitez à Kyoto, vous avez du courage ». Ah ouais. Alors, beaucoup de Japonais pour eux, même c'est pareil un rêve. Un jour, ils aimeraient bien venir habiter à Kyoto parce qu'ils y sont allés en voyage scolaire, mais plus depuis. Ça a une aura. Voilà, il y a une certaine aura. Donc, c'est vrai que ça m'a amusé que des Japonais me disent c'est quand même quelque chose d'habiter à Kyoto, même pour des Japonais. Donc, il y a un prestige de l'ancienne oui, un prestige, ou alors effectivement, du coup, ah, t'as la chance, tu pourrais aller au Kiyomizu-dera ou au pavillon d'or tous les jours, parce que personne ne le fait. Alors que bien sûr, tu le fais tous les matins. Non, certes, même Kyotoïdes qui sont là, ils sont peut-être une fois dans leur vie, ils y vont pas. Donc effectivement, il y a un avantage de dire effectivement, j'ai apporté de bicyclette ou de marche, de 5 minutes de marche, des super restaurants, des endroits de nourriture ou des temples, des sanctuaires, ou des parcs où on peut aller rapidement. Après, quand on habite ici, qu'on travaille ici, on ne fait pas ça toutes les semaines. Bien sûr. Mais effectivement, le fait est qu'après plus de 20 ans ici, je ne m'en lasse pas. C'est beau, donc c'est que cet amour te porte. C'est ça. C'est génial. Comment est-ce qu'on s'intègre dans une communauté locale, que ce soit au Japon, surtout en dehors de Tokyo, parce qu'à Tokyo, on a beaucoup de clubs, de groupes, d'étrangers qui peuvent se retrouver ou s'intégrer peut-être plus facilement. Ici à Kyoto, comment ça se passe? Quand je suis arrivé, il y avait une rencontre franco-japonaise qui s'appelait moitié de français, moitié japonais, et tous les jeudi ou vendredi soir dans un café français. Ça m'a permis de rencontrer des premiers amis ici, des premières connaissances. C'était bien. Ça a un peu disparu après. Après je me suis marié, des enfants, donc on devient amis avec des parents d'élèves. Grâce au travail, pareil, nos fabricants de boîtes à bento, donc qui ne sont pas à Kyoto, c'est devenu pratiquement des amis, parce qu'on a fait des salons professionnels en France ensemble. Donc ça, c'était top. Et voilà, c'est un peu comme partout. Après, quand on devient adulte, c'est plutôt avec le travail qu'on rencontre du monde. Mais bien sûr aussi le fait que je sois ici, il y a parfois des Français qui viennent s'installer ici, qui me contactent et qui deviennent des connaissances, voire plus des amis, quoi. Mais c'est vrai que par contre, pour les Japonais, c'est plutôt grâce aux enfants, je crois, avec les parents d'élèves, les amis comme ça, c'est vrai qui fait que ça aide pour rencontrer et vraiment être intégré, avoir une vie différente comme un peu monsieur tout le monde ici. Donc c'est un petit peu les trois sphères de la famille, donc par extension les enfants et ton épouse, le travail bien sûr, les relations que tu te fais dans ton travail, et puis ce qui t'a aidé peut-être au début, rencontrer, faire des échanges franco-japonais. Tout à fait, tout à fait. Et il n'y a rien de forcé, c'est tout naturel finalement. C'est quand on y pense, comme je disais, au niveau professionnellement, pourquoi ça a marché, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui fait qu'il m'a présenté à cette personne et ils en ont parlé et ça s'est fait. Donc c'est finalement au bout de quelques années qu'on se rend compte de tous ces points qui s'accordent les uns les autres. Et puis la première année, on commence à semer un petit peu des graines et tout à fait. Tu disais ça peut prendre aussi des années. Des années, mais par contre effectivement c'est extrêmement important de se faire des relations et de... Donc de ne pas rester cloîtré chez soi et d'aller rencontrer des gens. Et même quand j'étais en vacances-travail, j'ai fait principalement 2 baito, un dans un restaurant français un peu chic, après dans un café, et aussi dans un autre café le soir. Dans ce restaurant, c'était serveur, mais j'ai rencontré le chef et j'ai rencontré des gens qui venaient à ce restaurant, et tout ça reste même maintenant. C'est encore des amis ou des connaissances que j'ai maintenant qui font que
si je sors, tiens, je peux rencontrer quelqu'un que je connais. C'est agréable quand tu dis, voilà, j'ai une vie ici, j'ai rencontré plein de monde. Tu as vraiment tissé des liens avec ces gens. Ouais. Ok. On parlait d'opportunités professionnelles et de liens professionnels. Est-ce que tu penses qu'en dehors de Tokyo, il y a autant d'opportunités professionnelles en tant qu'étranger, ou bien est-ce qu'il faut se montrer peut-être plus créatif pour trouver un travail? C'est sûr qu'il y aura moins d'entreprises étrangères qui voudront accepter des personnes qui ne parlent pas japonais. Ouais. Même à Osaka, je ne suis pas sûr que ça soit plus facile à Osaka qu'à Kyoto, même si c'est une ville plus grande, donc il y a forcément plus d'opportunités. Mais non, ici, les gens qui sont ici depuis plusieurs années, ils ont fait quelque chose eux-mêmes. Les gens que je connais sont là depuis longtemps. Soit ils ont leur restaurant, ils sont chefs, ils travaillent dans la boulangerie, ou dans tous les métiers de bouche. Les professeurs de langue qui ont ouvert leur école ou qui travaillent dans des grandes écoles. Ou des gens un peu comme moi qui ont leur affaire ici et qui voilà. Et je pense qu'ils ont été attirés par Kyoto. Après, du coup, voilà, nous, avec Bento & Co, on va pas prendre quelqu'un pour un été ou pour un stage pour travailler dans notre boutique. La plupart des positions qu'on a, il faut savoir parler et écrire japonais. Ouais. Donc ça, c'est pas... Mais à Tokyo aussi, de plus en plus. Même si on vient, on peut se débrouiller au début. Par contre, après, si on veut espérer travailler dans une entreprise au Japon, même moi, je suis français, mais mon entreprise est japonaise, de droit japonais. Donc c'est pas les mêmes systèmes qu'en France, quoi. Le droit du travail n'est pas le même, le nombre de congés payés n'est pas le même. Par contre, il y a plus de jours fériés ici. Mais voilà, tout ça font que le Japon, c'est bien, là, et puis il y a des choses qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde, quoi. Donc en termes d'opportunités professionnelles, arriver avec un bagage linguistique conséquent, pas juste des petites bases pour vraiment s'intégrer sur le long terme. Il faut apprendre le japonais, ça. Apprendre le japonais, c'est certain. C'est sûr. Arriver peut-être avec de l'anglais aussi, ça peut... Ah oui. Moi, pareil, quand j'étais étudiant, je suis arrivé en tant qu'étudiant ici, mon niveau d'anglais était assez mauvais. Heureusement, au bout d'un an, comme je n'avais que des cours en anglais, ça s'est bien vite amélioré. Par contre, voilà, l'anglais va s'améliorer, surtout si on va travailler tous les jours. Par contre, le japonais, il faut un autre effort, quoi. Moi, j'ai commencé vraiment à parler japonais parce qu'à la maison, on parle japonais, qu'au travail, j'ai eu un travail, je travaillais à Osaka pendant 1 an et demi, où on parle en japonais. Mon niveau était vraiment pas top. Heureusement que j'ai été dans un environnement qui a favorisé ça. Donc, si vous voulez pas attendre 5-10 ans, il vaut mieux apprendre. Il vaut mieux prendre les devants dès maintenant. Voilà. Donc bagage linguistique et puis bagage soit professionnel, soit ce que tu disais, se montrer créatif dans le sens créer peut-être quelque chose ici. J'ai rencontré dernièrement des personnes qui ont déménagé au Japon, à Kyoto, et qui n'ont pas 20 ans, qui sont plus âgés, 30, 40, 50 ans voire, et qui effectivement veulent monter leur affaire. Même pour ces personnes, même s'ils ont des moyens au début à investir, c'est pas facile. C'est pas facile, mais certains y arrivent. Ça se fait. Voilà. Ça peut se faire. Par contre, je n'ai pas de conseils sur les visas, il vaut mieux demander ailleurs. Oui, bien sûr. Même pour l'entreprise, quand on crée une entreprise ici, moi j'étais déjà marié depuis quelques semaines. Au début, on était en Kojinji Gyosha, donc en entreprise en privé, quoi. Donc on n'était pas une SA, pas une... On est juste allé au centre des impôts en disant je vais commencer à vendre des boîtes à bento en ligne. Elle m'a dit très bien, donnez votre adresse et on vous enverra la déclaration d'impôt, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Si un touriste fait ça, il va au centre des impôts, pareil, on ne va pas lui demander son visa parce que c'est deux choses séparées. Alors, bien sûr, c'est pas qu'il n'a pas le droit de le faire, c'est qu'il faut avoir un visa pour pouvoir rester ici. Créer son entreprise, c'est un autre problème. Forcément, c'est lié à un moment. Parce que si on veut faire une entreprise et vivre ici, il faut avoir un statut de résidence. Donc, voilà. On va dire que c'est aussi un peu deux choses séparées, deux choses à imaginer séparément. Voilà. Et justement, du fait que toi, tu es maintenant un magasin, au début c'était en ligne, mais maintenant vous avez une boutique depuis un certain nombre d'années à Kyoto. Depuis cet essor du tourisme là en post-Covid, est-ce que ça a eu un impact positif, négatif sur ta vie professionnelle, peut-être aussi ta vie personnelle? Ouais. Alors pendant le Covid, pendant plus de 2 ans, la boutique était fermée tous les jours. Heureusement, on vendait bien en ligne pendant le Covid. Mais pas, par exemple, on avait aussi une activité professionnelle aussi, c'était arrêté parce que les restaurants étaient fermés, les boutiques étaient fermées. Donc c'est un gros impact. Heureusement, il y a d'autres activités à côté. Mais la boutique, cette année 2024, ça va être notre meilleure année. Depuis qu'on l'a ouvert en 2012, donc il y a 12 ans. On avait eu une très bonne année juste avant le Covid, donc je pense 2018-2019 était bien.
Mais là, cette année, je pense qu'on a vraiment eu des touristes tout le temps depuis le mois de février, mars. Donc grâce aux touristes étrangers. Ouais. Ça représente une grosse partie de notre clientèle. Aussi beaucoup de touristes japonais qui sont le week-end. Ah ouais? Ouais, qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de la boutique et qui veulent acheter une boîte à bento. D'accord. Il n'y a pas de boutique similaire ailleurs au Japon. On peut acheter des boîtes à bento dans les boutiques de cadeaux, genre des grosses chaînes comme Loft, Franc ou les supermarchés. Mais une boutique comme ça qui présente des boîtes à bento, les accessoires, des furoshiki, tout dans le même endroit. Ça n'existe pas. Dédié à ça. Ouais. Ah, okay. Donc c'est notre avantage, quoi. Ouais. C'est pour ça aussi que les médias japonais en parlent pas mal. Donc ça c'est top. Et puis les touristes étrangers, oui, ils viennent. Les Français qui nous connaissent du site, ils passent. Et puis d'autres, parce qu'on est très bien placé en centre de Kyoto. Donc c'est très avantageux. Après, personnellement, moi j'habite dans le centre. Le week-end, c'est pas forcément agréable. Effectivement, quand on sort sur les galeries marchandes, en fait, c'est bondé de touristes. Après, c'est pas la faute des touristes. Hein. il y a des hôtels, donc pour qu'ils restent, ils sont là. Donc c'est vrai que voilà, on le sait, mais c'est comme dans tous les pays. Plus il y a de monde, plus il y a de problèmes, forcément. Tout le monde n'est pas forcément au courant et respectueux des traditions. Il ne faut pas parler trop fort. Voilà, bref, il y a plein de choses. Donc ça après, c'est peut-être au gouvernement japonais d'essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que, ou quand, je sais pas, quand tu rentres dans l'avion, tu as un papier pour l'immigration, pour dire ce que tu as. Hein, tu as peut-être un papier qui dira respecter ces petites règles. Voilà ça pourrait être utile. Et qu'est-ce qu'on dit? Donc toi, tu l'as senti vraiment, cet essor? Oui, c'était un essor. Par exemple, le vendredi soir, tu vas manger dans un restaurant un peu que tu aimes bien, c'est plus vraiment possible, il faut réserver à l'avance. Bon, c'est pas la fin du monde non plus. Si on va un peu plus au nord de la ville, des Machinagi, là où il y a le delta, là les deux rivières se rejoignent, j'adore parce que ça reste un endroit quand même très calme. Il y a plein de temples et de sanctuaires à visiter, des belles boutiques, des bons restaurants. Et ça reste... voilà, il n'y a pas beaucoup de touristes là-bas non plus. Je suis allée hier, il n'y avait personne. Voilà. C'était très agréable. Kiyomizu-dera, le pavillon d'or, d'argent, et le centre-ville avec le marché Nishiki et tout. Là, il y a toujours du monde. Mais dès qu'on va un peu en dehors de ces endroits, ça reste viable. Quand même très agréable. Et puis le Japon est grand. Je pense que petit à petit, les gens qui sont venus ici aussi, à Tokyo, Kyoto, Osaka, ils vont peut-être aller aussi voir à la campagne. Donc, mais voilà, il y a beaucoup d'hôtels qui sont construits ici pendant le Covid, énormément. Des hôtels assez luxueux qui sont en préparation. Donc ça va continuer, certainement l'année prochaine. Et puis peut-être qu'après, il y aura des mesures pour réguler tout ça. Après voilà, il y a des tas de restaurants qui grâce à ça, ont plein de clients. Il y a des très bons côtés pour la ville aussi quand même. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, en parlant d'étrangers à Kyoto, est-ce que tu sens une différence peut-être dans le traitement tu vois, des relations avec les étrangers, que ce soit entre Tokyo et Kyoto? Est-ce que tu sens une différence ou pas? Peut-être. J'ai jamais eu de problème ici. Le seul problème récent dont je me souviens, c'était à Tokyo justement. Ah ouais? Ouais. Bon là. J'étais un peu malade, j'étais envoyé. Et donc je vais dans une pharmacie pour acheter un médicament que je connaissais. Et la personne à la caisse n'a pas voulu me le vendre à la pharmacie. Ah bon? Elle m'a dit, vous n'êtes pas japonais, vous ne pouvez pas comprendre les allergènes et la pâte, donc je ne vous le vendais pas. Je fais, mais si, je connais, j'habite au Japon depuis 20 ans. Oui. Elle n'a rien voulu savoir. Ah et à chaque fois, je parlais, elle me répondait en anglais, enfin, bref. Et ce genre de choses, jamais je l'aurais eu à Kyoto. Jamais. Tu penses que c'est parce qu'à Tokyo, il y a tellement d'étrangers que ils les mettent entre guillemets tous dans le même panier? C'est ça, vraiment, j'ai vraiment ressenti ça. C'est quelque chose. Alors qu'ici, au contraire, surtout maintenant que je connais bien la ville et l'autre, au contraire, je me sens vachement bien intégré ici. À Tokyo, il y a eu ce regard qui était vraiment différent, je trouvais. D'accord. En 20 ans, il ne m'est pas arrivé des choses bien graves, on va dire, sur ce sujet-là, heureusement. D'accord. Et puis une question qu'on nous pose beaucoup, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est expatrié, peut-être en ce moment à Tokyo par exemple, et qui se dit « Ah, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe ailleurs, potentiellement m'installer à Kyoto ». Venez tester la ville, parce que c'est une ville aussi, on parle du tourisme, ou une ville aussi, les amis de Tokyo me disaient « Ah, mais c'est une ville où il y a beaucoup de personnes âgées, une vieille ville quoi ». En fait non, il y a plus de 10% de la population qui est étudiante ici, il y a beaucoup d'universités.
Donc c'est une ville quand même très dynamique. Il y a aussi des grandes entreprises connues, Nintendo, Kyocera, Rome, enfin bref. Après voilà, il y a moins d'opportunités professionnelles, mais pour les gens qui veulent bosser en freelance, et j'en connais justement qui ont bougé ici pendant le Covid, parce qu'ils se sont dit, bah tiens, maintenant qu'on peut bosser en remote, plutôt que de travailler à Tokyo, qui est plus cher, beaucoup plus cher au niveau du logement. Si on veut il y a une école française ici pour les enfants aussi, qui est moins chère que celle de Tokyo. Il y a plein de petits avantages comme ça, qui font que, c'est sûr, on pourra vivre pour moins cher ici. Donc venez tester. Pourquoi pas. Après, il y a plein de gens de Kyoto qui disent non, ne venez pas. Il y a déjà trop de monde. Il y a toujours les deux. Il y a de la place. Les deux revers de la médaille. Est-ce que tu vois peut-être un avenir justement dans la décentralisation des étrangers dans le Japon, peut-être se répartir un peu plus et pas rester concentré à Tokyo? C'est sûr, il y a tout ce mouvement de beaucoup d'Européens, Américains qui achètent des vieilles maisons dans la campagne pour les retaper et sans se faire un Airbnb ou travailler en remote de là-bas, quoi. Voilà, donc ça on le voit beaucoup, même sur des émissions de la NHK Worldwide, là. C'est super intéressant, je trouve. Après, voilà, ça reste quand même minime. Est-ce que ça va faire revitaliser les campagnes? Il en faudrait beaucoup des étrangers. mais c'est certes positif, parce qu'il y a tellement des belles maisons, des petits villages sympas qui méritent de vivre, quoi. Donc ça, c'est bien. Et si Internet et le travail en remote le permet, c'est tout bénéfice pour tout le monde, c'est sûr. D'avoir un rythme, vraiment une slow life, quoi, et à la campagne au Japon. Par contre, voilà, c'est des paysans, je pense, au niveau de la nourriture, de ce qui peut être possible. Amazon ne va pas te livrer le jour même, donc il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est bien, quoi. C'est vrai que ça fait un peu rêver. Eh ben, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Est-ce qu'il y avait je sais pas, est-ce que tu avais un dernier message, quelque chose que tu as envie de partager? Apprenez le japonais, et puis mangez des bento. et souvent, quand on m'a dit comment tu as fait pour venir au Japon, j'ai pris l'avion. Et surtout, après, c'est visa vacances-travail. Surtout quand on a encore l'âge pour avoir un visa vacances-travail, c'est une des meilleures solutions, on va dire, simples pour venir se rendre compte de qu'est-ce que la vie ici. Et c'est vrai, par contre, voilà, il y a la vie à Tokyo, il y a la vie ailleurs. Ça ne va pas être la même chose. Mais déjà, c'est pour les personnes les plus jeunes qui veulent une première expérience ici, c'est la meilleure solution, je trouve. Venir voyager et pourquoi pas un vacances-travail sur un an. Parce que ça permet vraiment de se rendre compte si le pays est pour soi ou pas, quoi. Pas que la vie professionnelle, mais pour plein de choses, quoi. Venir tester par soi-même. Et puis, comme moi, j'ai eu vraiment des hauts et des bas, quoi. Il y a une ligne de miel avec le Japon. Après, parfois, on est énervé un peu partout par la société, par les gens. Et puis après, ça, comment dire, on s'adapte et on trouve un bon équilibre. Ça peut prendre du temps. Donc, des gens qui sont là depuis quelques temps, parfois se disent « Ah, je veux rentrer, j'en ai marre ». Moi, vraiment, je ne regrette vraiment pas. Et je connais des gens qui sont là depuis 30 ans, 35 ans et qui, pareil, sont heureux. Et je pense que Kyoto y est aussi pour beaucoup. On vit bien ici. Merci beaucoup, ça donne envie de venir découvrir Kyoto, de venir découvrir ta boutique également. On mettra toutes les informations dans la description. Arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. Et vous, alors, si vous deviez choisir une ville pour vous installer au Japon, est-ce que ce serait plutôt Tokyo, Kyoto ou même une autre ville, peut-être qui vous fait rêver? Dites-le moi en commentaire parce que j'adorerais écouter vos histoires. Et si vous rêvez de voyager au Japon ou même carrément de vous y installer, comme Thomas, un bon moyen de préparer votre séjour, c'est de commencer à apprendre le plus tôt possible les bases de la langue japonaise. Parce que clairement, plus vous vous y prenez à l'avance et meilleure sera votre expérience une fois sur place. Il est jamais trop tôt pour commencer et j'ai créé un guide gratuit que vous pourrez télécharger et recevoir par mail. C'est un guide qui vous donnera toutes les bases fondamentales du japonais pour que vous sachiez exactement par où commencer. Il est super utile pour un voyage au Japon, il contient des expressions clés, des kanji hyper fréquents et ça vous aidera à vous lancer gentiment dans cette langue. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien en description. Je vous souhaite une bonne lecture et un bel apprentissage. Matane, à bientôt!